Bonsoir à tous, je suis Arnaud Chaput. Et après mûre réflexion, j'ai décidé de vous parler d'une plante qui s'appelle l'Isoète lacustre, que vous avez ici en photo. En latin, Isoetes lacustris. C'est une plante qui pousse au fond de l'eau, dans quelques lacs, en France, dans les Pyrénées, Auvergne, dans les Vosges. Elle aime les eaux froides, pures, acides, très pauvres en nutriments. C'est une plante qu'on appelle relicte de l'époque glaciaire. Elle a connu son heure de gloire lors de la dernière époque glaciaire, et puis à mesure que le climat s'est réchauffé, cette plante a commencé à se raréfier parce que son milieu disparaissait. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette plante ? Simplement parce que cette plante-là, je l'ai découverte quand j'avais 17 ans, et aujourd'hui j'en ai 40. Donc ça fait 23 ans que cette plante me fascine. Ça fait 23 ans que je parcours la France, l'Europe, pour la trouver elle et pour trouver ses congénères. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Toujours est-il que je trouve cette plante terriblement esthétique. Tout en elle me semble beau. Sa couleur, sa forme, son écologie, son histoire. Et forcément, si je vous demande à vous si vous la trouvez belle, vous allez me dire, oui, c'est une touffe d'herbe qui pousse au fond de l'eau. Et vous aurez parfaitement raison, parce qu'en plus c'est une fougère, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de fleurs, donc elle reste désespérément verte. Les vraies raisons pour lesquelles je vous parle de cette plante, la première, c'est que c'est sans doute la première et la dernière fois qu'on parle des isoètes dans un TED, et ça c'est une immense satisfaction pour un botaniste. Et la deuxième raison, c'est que c'est ma manière à moi de vous souhaiter la bienvenue dans le monde, la vie et l'univers d'un neuroatypique tel que moi. Alors qu'est-ce qu'un neuroatypique ? Un neuroatypique, ce n'est pas systématiquement quelqu'un qui aime les plantes moches. Un neuroatypique, c'est quelqu'un qui a un système nerveux qui est différent, qui a un cerveau qui est différent. Pour ainsi dire, le hardware ne fonctionne pas comme pour tout le monde. Alors, il peut être autiste, il peut être au potentiel intellectuel, il peut souffrir d'un trouble déficitaire de l'attention, le TDA, j'y reviendrai tout à l'heure, il peut être hyperactif, il peut être hypersensible, il peut être dyslexique, dysgraphique, j'en oublie. Toujours est-il que toutes ces particularités-là, toutes ces différences neurologiques, quand on les met bout à bout, on estime qu'en France, ça représente environ 15% de la population. Donc une personne sur 6 ou 7, dont le hardware est différent, à des degrés divers. Et pour que vous compreniez dans le détail ce que signifie être neuroatypique, au-delà de l'exemple de l'isoète, je vais vous livrer quelques anecdotes tirées de ma vie quotidienne. Pour que vous sachiez tout, il y a 2 ans, j'ai été diagnostiqué souffrant d'un trouble déficitaire de l'attention, le TDA, dont je parlais tout à l'heure. On m'a identifié au potentiel intellectuel, et on a également identifié un certain nombre de traits du spectre autistique. Alors sans pour autant que je sois autiste, voilà, cliniquement, mais il y a quand même un certain nombre d'indices qui laissent entendre qu'il y a des choses qui, sur ce terrain-là, sont ambiguës. Exemple tiré de la vie quotidienne. Je commence systématiquement mes journées par un petit déjeuner à base de café et de cigarettes. À la fin de la matinée, j'ai dû fumer une quinzaine de clopes. J'ai bu 3 cafés allongés environ. Dans chaque café allongé, j'ai mis 3 morceaux de sucre. C'est-à-dire qu'à la fin de la matinée, j'ai quand même consommé une petite dizaine de morceaux de sucre. Bon. Autant vous dire que je finis sur les rotules. Autant vous dire que je tremble. Vu que ce n'est pas très bon pour ma santé, je le sais, je suis allé voir une addictologue. Et cette addictologue m'a dit « Votre problème, monsieur Chaput, c'est le trouble déficitaire de l'attention. Un trouble déficitaire de l'attention, c'est un déséquilibre chimique dans le cerveau qui empêche mon cerveau de se concentrer durablement sur une tâche. Là, je commence quelque chose, et puis une autre idée me vient, donc je change, etc. Bon. Et le problème, c'est que le cerveau sait qu'il doit se concentrer. Donc, logiquement, il me commande de gober des substances psychostimulantes. Caféine, nicotine et saccharose. On sait, c'est statistiquement prouvé, que les personnes atteintes d'un trouble déficitaire de l'attention sont plus sensibles aux addictions. Ça, c'est l'une des conséquences immédiatement visibles du trouble déficitaire de l'attention sur la vie. Il y en a d'autres. Hein. J'ai les plus grandes difficultés du monde à lire un roman, par exemple, parce que je ne parviens pas à fixer mon attention. Lorsque je commence une tâche, j'ai du mal à la terminer. Je suis désorganisé. Dans mon cas, en plus, c'est aggravé par l'une des particularités de beaucoup de personnes au potentiel, ce qu'on appelle la pensée arborescente. C'est-à-dire, une idée vient,
Et puis elle en entraîne une deuxième, qu'elle entraîne une troisième, et puis il commence à y avoir des bifurcations, ça devient totalement foisonnant. Là encore, c'est désorganisé, ça n'a rien de linéaire. Et autant vous dire, dans la vie quotidienne, notamment la vie professionnelle, c'est assez handicapant. Je vais vous donner une anecdote. Je me trouvais dans un restaurant à côté d'un couple. Bon, j'étais en train de travailler, en mangeant, et pendant ce temps-là, j'écoutais quand même la conversation du couple à côté, qui n'était pas très intéressante, mais bon. Et à un moment, là, la discussion devient très intéressante, parce que le mec commence à parler de sa double comptabilité. Mais il en parle en baissant la voix. Et si je suis devenu franchement indiscret, c'est parce qu'il avait commencé à baisser la voix. Et là, j'ai eu envie de lui dire, mec, tu ne te rends pas compte, tu as pensé être plus discret parce que voilà, tu changeais de prosodie, mais non, c'est justement ce qui a été le déclic de mon indiscrétion. Je ne lui ai pas dit, parce que je suis un garçon plutôt timide, mais tout de même, durant 1 heure, après, j'ai lâché tout ce que je devais faire, et je me suis amusé à lister, analyser, classer toutes les raisons pour lesquelles on est indiscret en terrasse de café. Autant vous dire que je n'ai pas du tout avancé sur mon travail, hein. Pas du tout. Mais toujours est-il que je me suis éclaté. Vraiment. Alors, il y a des dimensions sur lesquelles, au quotidien, je m'éclate beaucoup moins. C'est le relationnel. Prenons par exemple cet ami qui m'appelle un matin. Mes amis savent que je n'aime pas le téléphone et que chaque coup de fil doit commencer par la réponse à la question « Voilà pourquoi je t'appelle ». Voilà, c'est un rituel, c'est comme ça. Et elle, en réponse à cette question-là, elle m'a dit « Rien, pour prendre des nouvelles ». Et là, j'ai senti monter une sorte de bouffée d'angoisse. Tout simplement parce que j'ai la phobie de ce qu'on appelle les small talks, les petites conversations sur tout et rien, qui cimentent les amitiés et les relations. Moi, ça m'angoisse profondément. Ça m'angoisse profondément. Et c'est irrépressible. C'est-à-dire, j'ai envie de raccrocher, j'ai envie de fuir. Alors, quelque chose comme ça, je peux l'expliquer à mes amis. Je peux leur dire, bon, voilà, si vous venez me voir pour me raconter votre journée, c'est pas la peine. Dans un certain nombre de situations sociales, je ne peux pas faire ce travail d'explication. Prenons par exemple cet anniversaire auquel j'étais il y a quelques mois. J'avais au préalable de me demander à l'ami qui organisait l'anniversaire combien de personnes seraient présentes. Parce que bien évidemment, j'ai la phobie des environnements sociaux. Entre parenthèses, je vous laisse imaginer dans quel état je suis là maintenant devant vous. Bon. Donc elle m'avait dit, voilà, il y aura une trentaine de personnes, c'est bon. J'avais intégré ça, et je me disais, tout va bien se passer. J'arrive dans le bar, et forcément, je passe une demi-heure prostré dans un coin. Bon. Au bout d'une demi-heure, il y a un convive qui vient me parler. Et là, la conversation immédiatement porte sur Don Giovanni, l'opéra de Mozart. Et je me dis, génial, une conversation intéressante. On ne parlera pas de, ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais aux prochaines vacances et dans la vie. Bon. Et là, moi, je commence à parler de Don Giovanni. Mais j'ai oublié une seule chose. C'est que quand on est présent à un anniversaire, c'est en règle générale pour faire la fête, pour boire du champagne, pour passer un bon moment. Voilà. Et le temps que je me rende compte, mon interlocuteur il était déjà parti. Il m'avait planté là. Le problème dans ce genre de situation, c'est que je ne suis pas capable de détecter naturellement l'ennui chez l'autre. C'est un automatisme qui me manque. Donc il faut que j'y réfléchisse. Il faut que j'analyse ce qu'il fait, son visage, son expression, etc. Mais là, j'étais tellement absorbé par le sujet que j'ai totalement oublié de faire gaffe et je me suis retrouvé franchement idiot. Cette question des automatismes, pour moi, en tant que neuroatypique, elle est fondamentale dans la mesure où, comme je ne sais pas dans de nombreuses situations comment me comporter, je suis obligé d'analyser. Une autre anecdote, je me trouvais toujours dans un restaurant où il y avait une actrice française célèbre qui s'appelle Mélanie. Je vous laisse, elle est blonde. Et à la fin de son déjeuner, elle traverse la salle du restaurant tout en me fixant dans les yeux durant 3 secondes. Et 3 secondes, c'est extrêmement long. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas souri et je n'ai pas baissé les yeux. Je l'ai regardé. Et pendant ce temps-là, le logiciel tournait. J'ai commencé par me scanner pour savoir si j'avais un épi, ou un bouton sur le nez, ou une tache, etc. Bon, après, j'ai continué de déployer l'arbre de décision pour étudier différentes hypothèses. Est-ce qu'elle me trouve tellement hideux qu'elle en est scotchée ? Est-ce qu'elle me trouve bizarre ? Est-ce qu'elle me trouve... Bon. Le problème, c'est que le temps de déployer cet arbre de décision, la Mélanie en question, elle était partie. Tout ça pour vous dire que des réactions instinctives, que ce soit sourire ou baisser les yeux,
Moi, je les balaye complètement. Je remplace ça par de l'hyperanalyse. J'analyse en permanence. Autant vous dire qu'à la fin de la journée, je suis totalement épuisé. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être instinctif. Je peux l'être instinctif. Mais à ce moment-là, c'est à mes risques et périls. Parce que comme beaucoup de hauts potentiels intellectuels, je suis un hypersensible. C'est-à-dire que je suis capable d'être envahi et contaminé par mes émotions, notamment au travail. J'étais capable de piquer des crises de colère dans des situations soit absurdes, soit injustes, soit inefficaces. Et donc, j'ai développé avec le temps un manque total de spontanéité qui fait que je suis obligé en permanence de faire tourner le logiciel pour comprendre ce que les gens pensent et comprendre ce que les gens veulent. Au-delà de ces anecdotes, je passe sur toute une série de petites bizarreries du quotidien, des petits détails. Le fait que pas plus tard que ce matin, lorsque j'entends le jingle de la SNCF, je suis obligé de le chanter. Vous savez, tam, 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 tam. Vous voyez, hein. Ou lorsque je vois un chat, un chien, une chèvre, un mouton ou une vache, je suis obligé d'imiter le cri. Mon aversion complète pour le contact des vêtements mouillés sur la peau, ou le contact des amandes non émondées sur mes dents, qui me mettent dans des états de stress extrême, ou à contrario des passions telles que l'isoète qui était là, ou les orchidées, ou l'ancien hymne impérial autrichien, ou plein de choses. Voilà. Alors, chacune de ces anecdotes, chacun de ces détails ne sont significatifs de rien. Ils ne révèlent rien. Mais en revanche, quand on les met bout à bout, et quand on y adjoint des évaluations, notamment par des neuropsychologues, alors ils révèlent quelque chose. Et là, la différence et la sensation de décalage que je vis depuis, que je suis en âge de conscience, on me dit, ce n'est pas seulement un sentiment, tu es réellement différent, parce que ta neurologie est différente. Ces éléments de récit personnel, un autre neuroatypique, vous en donnerai d'autres. Il aura sa propre expérience, il aura ses propres difficultés, sa propre souffrance. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des grandes études. Il y a beaucoup de hauts potentiels qui ne pouvaient pas faire de grandes études parce que le système éducatif n'était pas adapté. Mais tous ont en commun, en règle très générale, cette différence et cette sensation de décalage. L'événement libérateur, appelons ça le diagnostic, le moment où un expert vous dit, voilà, votre différence, elle est neurologique. C'est très libérateur. Et la gestion de cette différence, ensuite, elle se passe en 3 temps. Passé, présent et futur. Le passé, c'est tout simplement la réinterprétation de son histoire, de ses passions, de ses échecs, de ses victoires, sur le plan professionnel, estudiantin ou amoureux. C'est arrêter de se reprocher des échecs, parce que dans de nombreux cas, ces échecs étaient expliqués justement par une différence qui ne relève absolument pas de la volonté. Le présent, c'est tenir compte de cette différence pour adapter son environnement de travail par exemple. Si je ne supporte pas les réunions qui durent plus d'1 heure, à ce moment-là, je vais faire en sorte de dire à mes interlocuteurs, voilà, la réunion durera au maximum 1 heure. Je peux également expliquer à mes amis que je suis différent, donc il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre, il faut les accepter. Et pour vous montrer à quel point, sur cette question de la différence, le regard des autres, et même de la société dans son ensemble, est absolument fondamental, je vais vous donner l'exemple des gauchers. Il y a quelques décennies encore, à l'école, on considérait qu'un enfant qui était gaucher, c'était anormal. Donc, on le forçait à écrire la main droite. C'est ce qu'on appelait les gauchers contrariés. La plupart du temps, c'était à l'origine de très grandes souffrances de la part de ces fameux gauchers contrariés. Tout simplement parce qu'on partait du principe que c'était une anomalie, et qu'une anomalie, ça se corrige. Aujourd'hui, il ne viendrait plus du tout à l'idée d'un enseignant de forcer un enfant gaucher à écrire de la main droite, Dieu merci. De telle sorte qu'on a glissé progressivement de l'anomalie vers la différence. Et donc, de la nécessité de corriger vers l'acceptation. Le troisième temps de la gestion de la différence, c'est le futur. C'est comment est-ce qu'on transforme cette différence objective en quelque chose de positif. Parce qu'en réalité, être neuroatypique, ce n'est pas seulement avoir des difficultés relationnelles ou des passions un peu enfermantes. C'est également avoir de vrais atouts. Par exemple, moi je sais que je suis très doué sur tout ce qui est écriture.
beaucoup moins doué à l'oral. Je suis très doué en visualisation 3D. Un exemple. Ma meilleure amie et son mari vont dans une galerie d'art. Et là, ils flashent sur un tableau qui représente un très grand tableau qui représente la nef d'une cathédrale. Et le galeriste leur dit, écoutez, il n'y a aucun problème, je vois que vous hésitez, je vais amener le tableau chez vous, comme ça vous pourrez le voir. Et donc le galeriste vient bel et bien, moi je suis avec eux dans l'appartement, le galeriste installe le tableau, et là tout le monde regarde le tableau, cette nef de cathédrale absolument magnifique. Mes amis ont vraiment les yeux qui brillent, on sent qu'ils veulent acheter le tableau. Et le galeriste à côté, il a son petit sourire en coin, je le vois, il dit, c'est bon, c'est dans la poche. Et là moi je dis, mais attendez, il n'y a pas une erreur de perspective là ? Et il y avait une monumentale erreur de perspective sur le plafond de la nef de la cathédrale. Et à partir de ce moment-là, mes amis n'ont plus vu que l'erreur de perspective. Le galeriste blêmi, il est reparti avec son tableau sous le bras. Mes amis auraient vu tôt ou tard l'erreur de perspective, parce qu'elle était grossière. Mais moi, mon talent dans cette affaire, ça a été immédiatement de la repérer et de leur faire remarquer qu'il y avait une erreur avant qu'ils dépensent des milliers d'euros dans l'achat d'un tableau. Cette question des hypercompétences, voilà, cet exemple est un peu anecdotique, mais la question des hypercompétences des personnes neuroatypiques est au cœur d'un mouvement qui est en train de se développer aux États-Unis ou en France. En France, il y a par exemple une société qui s'appelle Outil Consult, qui est spécialisée dans les prestations de conseil en informatique et qui fait travailler que des autistes. Et les clients sont ravis. Fabienne Casalis, qui est une chercheuse au CNRS, concentre ses recherches sur les autistes spécifiquement par le prisme de leurs hypercompétences. Et le projet que je monte moi-même, qui s'appelle Flamel and the Stone, avec d'autres amis neuroatypiques, a également vocation à mettre en évidence et à valoriser les hypercompétences des neuroatypiques. Alors pour conclure, si vous devez retenir une chose, c'est que voilà, les neuroatypiques, c'est une personne sur 6 ou 7. Dans votre entourage, il y en a nécessairement. Elles ne le savent pas nécessairement non plus. Accueillez cette différence avec bienveillance, indulgence, et voyez-la même comme une richesse, à la fois pour vous, en amour, en amitié, ou pour une société, une entreprise, ou pour la société dans son ensemble. À minima, ça vous permettra, par exemple, d'économiser des milliers d'euros dans l'achat d'une peinture avec une énorme erreur de perspective. Je vous remercie.